Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire du Paulino sur la thématique la différence au service de la performance. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Théo Curin pour ce webinaire de rentrée sportif avec cette thématique vraiment qui nous tient à cœur. Alors pour remettre un peu de contexte autour des webinaires du Pôle Innovation, alors ce sont des webinaires qu'on organise tous les 2 mois à peu près, qui ont pour objectif de venir traiter des thématiques autour du monde de l'entreprise, de son futur, de son présent, mais toujours de faire bouger les lignes et d'essayer de traiter des thématiques qui viennent parler du collaborateur, du client, du travailleur en termes de créativité, mais surtout d'humain. Donc pour ce premier webinaire de rentrée avec Théo Curin, nous abordons la thématique du sport, une thématique qui est chère au groupe Randstad, notamment pour une raison qui est celle du lancement d'une entité Randstad Sport, avec la volonté de lancer des sponsorings autour du sport. Un monde qui nous est cher, qui est cher aux collaborateurs de Randstad. Donc c'est pour ça qu'on est énormément content de te recevoir aujourd'hui, Théo, pour ce webinaire qui va être autour voilà, de la différence au service de la performance, notamment à travers ton parcours voilà, qui prend en compte toutes ces dimensions du sport. Donc toi, Théo, tu es nageur paralympique. Tu es vice, alors si je ne me trompe pas, tu as participé, donc tu es le plus jeune de la délégation à Rio. Tu as été double vice-champion du monde et aujourd'hui, tu te lances un nouveau défi avec la traversée du lac Titicaca. Donc, plein de beaux projets sportifs. À côté de ça, tu es aussi mannequin, tu es aussi acteur, comédien. Donc pas mal de choses, mais je pense que le mieux, c'est que tu te présentes toi. Et du coup, bienvenue sur ce webinaire. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je vais me présenter en quelques minutes. Je m'appelle Théo Curin, du coup j'ai 21 ans maintenant. Je suis né normal avec mes 2 mains et mes 2 pieds. Ça a été un peu plus tard, quand j'avais environ 6 ans, qu'on m'a diagnostiqué une grave maladie, une maladie qui s'appelle la méningite bactérienne, avec un purpura féminin. En fait, je me suis levé un matin avec un mal de tête pas normal, un mal de tête vraiment insoutenable, et on est allé voir une pédiatre. Cette pédiatre n'a rien trouvé d'anormal. Elle a dit à ma maman qui m'a emmené à ce rendez-vous que c'était sans doute viral et qu'il fallait que je me repose. Donc on a écouté ses conseils et je suis pas allé à l'école. On m'a emmené chez ma nourrice à l'époque et en fait mon état s'est aggravé au fil de la journée. Je suis monté jusqu'à 42 de fièvre et c'est à partir de là que voilà, j'ai commencé à convulser, et à partir de là que j'ai été transporté aux urgences de Lunéville, parce que je viens de Lorraine. Et c'est dans cet hôpital, aux urgences de cet hôpital, qu'on m'a diagnostiqué cette maladie. Donc c'était plus du tout ce qui était prévu le matin même, mais voilà, à partir de là, on avait un diagnostic, on avait quelque chose de sérieux, et la prise en charge était aussi très sérieuse. À partir de là, j'ai commencé 5 mois d'hospitalisation. 5 mois, c'est le temps qu'il a fallu aux médecins, aux chirurgiens, aux professeurs qui suivaient mon dossier pour trouver une solution pour me sauver la vie, parce que mon état était vraiment en mauvaise posture, et on a essayé tout un tas de traitements possibles et imaginables pour arrêter cette bactérie en fait qui rongeait petit à petit les vaisseaux sanguins de mes mains et de mes pieds. Et en fait, un jour, on a décidé de m'amputer d'une première jambe. On a vu que ça avait ralenti la maladie, mais que ça n'avait pas arrêté. Donc, on m'a amputé d'une autre jambe, ensuite du bras gauche et ensuite du bras droit. Et il a fallu vraiment m'amputer des 4 membres pour arrêter totalement la propagation de la maladie. Aujourd'hui, j'ai été sauvé. La maladie a disparu. Et ça a été un de mes premiers combats de remporter dans ma vie. Quand je raconte mon histoire, quand je raconte l'hospitalisation, les gens doivent se dire: oh là là, mon Dieu, quel malheur, ça doit être hyper triste, ce pauvre gamin, il a dû souffrir. Mais en fait, pas du tout. Moi, je garde des souvenirs de l'hôpital plutôt cool. Comme quoi le corps humain est super bien fait. J'ai l'impression que mon cerveau a fait abstraction du Mémoire côté sélective. négatif, exactement, et il a gardé que les moments positifs, comme je sais pas, quand mes parents venaient me voir, quand on rigolait avec les infirmiers et les infirmières, et aussi les clowns. Vous savez, il y a souvent les clowns dans les hôpitaux, et moi je garde vraiment que ça dans ma tête. J'ai vraiment plus aucun souvenir des moments compliqués, des changements de pansement, etc. Non, le plus compliqué pour moi, ça a été la sortie de l'hôpital, la rééducation, parce que c'est là où j'ai dû tout réapprendre depuis le début: marcher, manger, écrire, me réhabiller tout seul, etc. Donc évidemment, c'est intense, parce que bon, on a notre première victoire, parce que voilà, on arrive à refermer notre braguette tout seul, c'est la folie. On arrive à remarcher, c'est la folie. Mais voilà, c'est aussi les premières fois où on nous remet en difficulté, où on nous met un peu face à nos problèmes. Donc il y a tout un tas de moments complètement dingues qui se passent durant la rééducation. Et à la fin de la rééducation, je suis de plus en plus autonome, j'arrive à faire tout un tas de choses, mais il y a encore une chose que j'arrive pas à faire,
c'est d'accepter le regard des autres. En fait, je souffre énormément de ça. Je comprends pas à 6-7 ans pourquoi tous les regards sont différents vis-à-vis de moi. Pourtant, je retourne dans des endroits dans lesquels j'étais déjà allé avant de tomber malade, et pourtant tout est différent, y compris le regard des autres. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ça à l'époque, et je souffre beaucoup de ça au point de ne plus vouloir sortir de chez moi. Ok. Et un jour, ma mère me parle d'un mec. Ce mec, c'est Philippe Croison, le mec qui a traversé la Manche à la nage et qui a amputé les 4 membres comme moi. Et elle me raconte son histoire, et du coup, je lui dis, mais il faut que je le rencontre, ce mec-là. Et on lui envoie une lettre. Il va mettre beaucoup de temps avant de répondre à cette lettre parce qu'il est touché par mon histoire. Il a du mal à se dire qu'un gamin de 7 ans est en train de vivre la même Il y a eu chose une que sorte de lui. projection, du coup. C'est ça, et c'était très difficile pour lui. Et du coup, 2-3 semaines plus tard, il m'a appelé. Et je lui ai même pas dit bonjour, je lui ai juste dit quand est-ce que tu viens me voir en fait. Et le jour où il vient me voir pour la première fois, c'est bouleversant parce que déjà, je le vois arriver en voiture. Je me dis waouh, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. Quand il sort de la voiture, je le vois sortir avec 2 grandes prothèses en carbone. Il marchait super bien. Je me dis waouh, je vais pouvoir marcher super bien avec des belles prothèses en carbone quand je serai grand. Et surtout, du côté passager de la voiture, il y a une femme qui sort de la voiture. Donc je me dis génial, je vais même pouvoir avoir une amoureuse quand je serai grand. Et bref, rien que le voir arriver, ça a changé beaucoup de choses pour moi. On a échangé aussi sur le regard des gens plus tard dans la journée. Et il m'a répondu une simple phrase, une phrase où il m'a dit qu'est-ce que tu sais, toi, avant de tomber malade, quand tu vois une personne différente dans la rue? Je me suis dit, ah ouais, ok, il a raison. Moi aussi, en fait, mon regard était naturellement fixé sur Ouais. une personne qui était en fauteuil roulant, etc. Et à partir de ça, à partir de cette phrase, j'ai réussi à faire totalement abstraction du regard des autres. Aujourd'hui, je sais que les gens me regardent quand je me balade dans la rue, quand je vais à la piscine, etc. Mais c'est naturel, et je fais même plus attention à tout ça. Et cette rencontre, elle va aller encore plus loin parce que je vais avoir envie de faire un peu comme Philippe, le fait de me dépasser, d'aller tout simplement nager. À la fin de son entraînement, quand il préparait la traversée de la Manche, il m'a demandé de le rejoindre dans l'eau. Il faut savoir qu'à l'époque, ma plus grande phobie, c'était l'eau. Et t'avais à peu près quel âge à ce J'avais moment-là? 8 ans environ. Ouais, J'avais d'accord. 8 En fait, ans environ. Et donc, du coup, quand je vais dans les vestiaires enfiler mon maillot de bain avec ma maman, je suis un peu en flip parce que voilà, quand il s'agissait d'aller à la piscine avec l'école ou d'aller à la plage avec mes parents, je disais tout le temps non parce que l'eau, ça me faisait vraiment super peur. Mais là, par fierté, pour montrer à Philippe que j'étais capable de faire comme lui, j'y suis allé. t'es dépassé. Je me suis dépassé, mais bon, je suis ressorti très vite de l'eau parce que j'avais très peur quand même. Mais ça a commencé comme ça. Je me suis forcé à aller de plus en plus dans l'eau jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'eau, la natation, c'était le seul élément et le seul endroit qui me permettait de me déplacer comme tout le monde. C'est vrai, j'ai plus de fauteuil, j'ai plus de prothèse quand je vais dans l'eau, quand je m'entraîne. Et à partir de là, a commencé une véritable histoire d'amour avec l'eau, avec la natation. Et j'ai eu de la chance de faire des résultats, comme tu l'as dit tout à l'heure, et de me lancer des défis complètement fous maintenant. C'est génial. En fait, ce qu'on observe, c'est que, alors, déjà, quand tu parles du moment où tu étais à l'hôpital, etc., une grosse partie, en fait, de mindset, donc d'état d'esprit, en fait, tu avais déjà cette résilience en toi et que tu as développé. Il y a eu ce déclic avec le sportif, pardon, j'ai oublié son nom, mais Philippe Croison, ouais. Philippe Croison. Donc, un gros déclencheur pour toi. Et en fait, au final, ce qu'on observe, c'est que c'est tout le temps une question d'état d'esprit, de vouloir se dépasser, de vouloir aller au-delà, de pouvoir dépasser la limite. Même C'est si ça. aujourd'hui tu sens que on te regarde différemment ou que ton corps peut-être te limite, et ben en fait toujours aller au-delà. C'est Et ça. c'est du coup ce qui te guide aussi aujourd'hui, j'imagine. Complètement, complètement. Aujourd'hui, c'est même ma force au quotidien. Je dis souvent, fais de ta différence une force. C'est une phrase un peu bateau qu'on a souvent entendue, mais pour moi, elle veut dire beaucoup. C'est même un peu mon leitmotiv au quotidien. Je pense que si j'aurais pas eu ce handicap, cette maladie, j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, je changerais de vie pour rien au monde. On m'a déjà posé la question, est-ce que si tu pourrais avoir des mains et des pieds demain, est-ce que tu accepterais? Je dirais non. Parce que voilà, j'ai pas envie de retourner en rééducation, réapprendre à utiliser des membres qui ne sont pas les miens. Et, Mmh. et puis tout simplement parce que Théo, maintenant, il est amputé des 4 membres et qu'il arrive à faire tout un tas de choses tout seul. Et que voilà, je suis très, 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 très heureux comme ça et je changerais pour rien au monde de vie, quoi. Super intéressant et justement ça me permet de faire une transition sur, tu disais ce côté de réapprendre, réadaptation, ce que tu as dû mettre en place, ta rééducation, j'imagine des outils aussi. Comment aujourd'hui en termes d'innovation, en tout cas de technologie, peut-être tu as pu, tu as réussi en fait à basculer dans l'autonomie? Ou en tout cas te sentir à l'aise et te dépasser et faire les records que tu as aujourd'hui? Être en situation de handicap aujourd'hui aussi, c'est tout simplement se creuser la tête au quotidien pour être le plus autonome possible. Évidemment, il existe tout un tas
de matériel pour pouvoir marcher, pour pouvoir se déplacer en fauteuil roulant. Il y a des choses complètement dingues aujourd'hui. Il y a des Ouais. technologies vraiment hyper Il y a performantes. des Voilà, aujourd'hui, exosquelettes, on ce peut genre de faire marcher choses. des personnes Ouais, tétraplégiques, c'est complètement dingue. incroyable. Mais il y a encore il y a tout un tas de choses qu'on doit penser et réfléchir tout seul, parce que voilà, certes, il y a 1 milliard de handicaps différents, je pense, dans le monde, et du coup, on n'a pas tous les mêmes capacités au même degré, donc des fois, il faut un peu se creuser la tête pour essayer d'être le plus autonome possible. Évidemment, moi, j'arrive à faire tout seul maintenant. Il n'y a pas une seule chose que j'arrive pas à faire tout seul, mais je pense que je le fais pas de la même manière Ok. qu'une personne lambda. Un truc qui a été très long pour moi, ça a été le fait, c'est tout con, hein, mais c'est couper de la viande, tout simplement. Couper de la Ok. viande, généralement, il faut une main pour tenir la fourchette et une autre pour tenir le couteau. Donc c'était un petit peu embêtant pour moi. Et en fait, l'idée que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, c'était couper ma viande avec une roulette à pizza, Ok. parce que la roulette à pizza, elle permet de juste appuyer et de couper en roulant. Et c'est un peu drôle dit comme ça, mais je peux vous assurer que la roulette à pizza a Ah, mais changé c'est ma vie. efficace. Et voilà, en fait, c'est de l'innovation au quotidien, c'est se creuser la tête pour être encore plus performant, parce qu'aujourd'hui, peut-être que j'arrive à faire ma vaisselle tout seul et à me raser tout seul le matin, mais peut-être que je vais trouver une technique pour être encore plus rapide, parce que certes, je Mhm. me rase tout seul le matin, mais peut-être que je mets un peu plus de temps que Donc toi et toujours de que n'importe l'adaptation, qui. quoi. Mais voilà, je pense qu'au quotidien, être en situation de handicap, et c'est aussi peut-être pour ça que certaines personnes en situation de handicap sont performants au quotidien ou même au travail. On va en parler Mhm. peut-être un peu plus tard. Parce Complètement. qu'en fait, tous les jours, on est à la recherche de la performance, en fait, pour notre Mhm. autonomie. Et justement, dans ton accompagnement sportif, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé? Est-ce que tu as des processus mis en place particuliers? Est-ce que tu as des entraînements spécifiques? Comment ça se passe? En fait, ce que j'ai aimé aussi et ce que j'aime dans ma vie aujourd'hui, c'est que tous les gens que je rencontre sur mon chemin, y compris mes coachs, et en fait, ils ont des habitudes Mhm. déjà. Ils ont des habitudes parce que généralement, c'est des coachs qui ont coaché des équipes valides ou des athlètes valides. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils entraînent un mec comme moi, ils retombent tout en bas de leur échelle. Donc, ils ont beau être sélectionneurs de l'équipe de France, de machin, de trucs. En fait, quand j'ai l'impression quand ils montent entre leurs mains, en fait, C'est ils un doivent nouveau réfléchir challenge. autrement. Parce que, ouais, on s'entraîne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes capacités, etc. Et ça permet de réfléchir aussi autrement. Et je vois que ça les excite souvent, les gens, de se challenger, de réfléchir, de penser à des idées. Et voilà, mon préparateur physique, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais on s'est rencontrés pendant le premier confinement. Et ça a été vraiment une belle rencontre, parce que lui avait envie de se surpasser, à chercher des exercices, etc. Et puis moi, j'ai pu aussi lui donner des conseils. Lui, il a donné les siens. Et finalement, on a réussi à faire une préparation complètement dingue et faire ce qu'on fait aujourd'hui dans les différents défis sportifs qu'on se lance. Donc ouais, c'est vrai que je suis hyper bien entouré. Et c'est grâce à ça aussi que j'arrive à être performant à la fois dans la vie de tous les jours et aussi dans le sport. Parce que Ouais. voilà, j'ai des préparateurs physiques, j'ai des coachs. J'ai vraiment une équipe de dingue autour de moi, et c'est grâce à ça que je suis performant. Et effectivement, et tout à l'heure, on reviendra un petit peu en plus en détail sur la manière dont en fait le manager, enfin en tout cas le coach peut avoir un impact sur la performance, donc aussi bien ça dans le sport et Mm. comment on peut le transposer au monde de l'entreprise. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est plutôt du coup, et ça revient un petit peu au parcours que tu as eu et ce que tu nous décrivais en termes de mental, mais ta préparation mentale, en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ça fait la différence pour toi? Comment aujourd'hui, en fait, tu as pu identifier tes forces et tes faiblesses dans ton parcours? C'est vrai que l'aspect mental est ultra important quand on est sportif de haut niveau, mais aussi je pense que en fait quand on est une personne qui travaille dans une entreprise ou qui monte Mhm. son entreprise, etc. Je pense que l'aspect mental est hyper important dans la vie de chacun. Et moi, l'aspect mental, je l'ai beaucoup travaillé depuis mon plus jeune âge, hein. J'ai commencé le sport de haut niveau à l'âge de 13 ans. Donc forcément, quand on commence à avoir des très grosses journées, parce qu'on s'entraîne tôt le matin, on va à l'école la journée et le soir on se rentraîne, forcément on est suivi psychologiquement, on voit un petit peu comment l'enfant réagit, etc. Et donc j'ai toujours eu l'habitude d'être suivi à la fois sur l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect psychologique. Aujourd'hui, toujours, mon préparateur physique est diplômé aussi sur l'aspect mental, donc on fait des séances aussi de relaxation et Ok. d'hypnose pour travailler Ah, sur intéressant. ça. Et c'est hyper intéressant aussi parce qu'on apprend énormément de choses sur soi-même. On fait aussi des travaux de visualisation. C'est-à-dire que quand je faisais des courses en compétition internationale, en gros,
je m'habituais à faire la course que j'allais faire en finale au championnat du monde, mais dans ma tête. C'est-à-dire que le jour où je m'élançais pour de vrai sur ma finale au championnat du monde ou aux Jeux paralympiques, et ben, j'avais pas peur parce que je l'avais déjà fait un Tu l'avais milliard déjà de fois dans vécu ma en tête. fait. C'est Ok. ça. Et en fait, c'est des choses qu'on peut faire un petit peu dans tout, dans le quotidien, quand on prépare un examen, quand on prépare Mhm. un rendez-vous important, quand on prépare une traversée comme moi aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, il a fallu travailler aussi sur des choses où je suis moins bon. On a découvert ça petit à petit aussi, mais en fait, ça c'est paradoxal, dit comme ça, mais moi j'aime pas m'entraîner. Ok. J'aime pas l'entraînement, ça m'énerve en fait de m'entraîner. Mais il y a une chose que j'aime, c'est la compétition. Ok. C'est-à-dire que en fait, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans les séances, à me mettre dedans. Je Mhm. me plains beaucoup. Mes coachs pourraient vous le dire aussi. Mais en fait, c'est vrai que il a fallu trouver quelque chose qui m'excitait à l'entraînement. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui me rendait un peu dingue, moi, c'était la compétition. Donc, en fait, on a essayé de rajouter toujours une compétition à chaque entraînement. Donc, ça peut être un temps à viser à la fin de l'entraînement. Ça peut être une personne qui nage un peu plus vite que moi, qui va me Qui va te motiver, motiver à aller toujours plus etc. loin. Donc en fait, il y a toujours en fait une espèce de balance Mhm. qu'il faut définir, c'est-à-dire avec où on n'est pas trop bon et avec ce qu'on aime et où on est super bon. Et en fait, trouver un équilibre et être performant comme ça. Et on l'a trouvé avec le temps. Et c'est marrant parce qu'en fait, plus je t'entends parler, et plus j'ai l'impression que tu parles d'un collaborateur en entreprise. Peut-être. Et qu'en fait, effectivement, il y a toujours cette notion-là de comment en fait on reste motivé. Tu vois, il y Mm, a cette question, alors ça peut venir de plusieurs facteurs. Est-ce que c'est le sens qu'on va donner à ton travail? mm, Tu vois, typiquement, toi, c'est la compétition du coup qui te drive. Est-ce que c'est la manière dont tu vas te présenter aussi tes missions? Et typiquement, là, ça me fait penser aussi à ce que nous, Pôle Innovation, on imagine, on met en place au cours d'ateliers collaboratifs qui mettent en place l'intelligence collective. C'est toujours cette notion de jeu et de gamification. ouais, Et donc, un peu comme tu disais, tu vois, exactement. on met un compétiteur, C'est on ça. te met quelque chose au bout que tu dois atteindre, un objectif, une quête. Et effectivement, ces mécanismes en fait du jeu vont toujours te pousser à aller plus loin en fait. Mm, Et t'as pas l'impression de travailler. c'est ça. Par exemple, hier, on était en atelier dans c'était justement au lab à Saint-Denis et on accompagnait une équipe de commerciaux qui venait juste de se constituer, qui se connaissaient pas. Et en fait, on les a fait travailler sur une sorte d'enquête. C'était un peu une sorte d'escape game, mais où ils devaient se connaître, se découvrir eux Ah et ouais. réussir à aussi davantage comprendre quel est le métier qu'ils allaient commencer à avoir, Ah, c'est génial. comment allait fonctionner l'organisation, etc. Et en fait, le résultat, ce qui est sorti au bout de la journée, c'est en fait, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé, Mm, alors que les mecs, ils ont limite fait une fiche de poste, ouais. ils ont limite pensé l'organisation, ils ont réussi à se connaître les uns les autres et à créer du lien. Et en fait, effectivement, c'est hyper fort de passer par ce moyen détourné de Mm, soit du jeu, soit toi de la compétition, ouais, la c'est ça. motivation, quoi. Donc, Carrément. ouais, je pense qu'effectivement, on peut très bien transposer ça à Ça se rejoint, l'entreprise ouais. et Mm. ça se rejoint pas mal. Euh, et donc là, effectivement, tu parles d'aujourd'hui, la manière dont tu t'entraînes et comment en fait ça se met en jeu. Pour demain, parce que j'imagine que tu veux pas t'arrêter là et que tu as encore plein d'autres défis, notamment le défi Titicaca, dont on pourra parler davantage après, mais comment en fait tu penses pouvoir développer ces soft skills, alors pas du tout les compétences physiques, mais là vraiment le mindset en fait, comment tu ferais pour aller toujours plus loin, ou en tout cas qu'est-ce que tu mets en place pour protéger ce mindset que tu as toi déjà aujourd'hui? Moi, c'est cette idée de challenge en fait qui m'anime au quotidien et j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que là, par exemple, dans 35 jours aujourd'hui, je vais tenter de traverser le lac Titicaca à la nage. C'est un défi que je prépare depuis 1 an et demi. Et moi, ce défi, il m'a animé pendant 1 an et demi, mais chaque jour, chaque entraînement, etc. Justement, j'avais une carotte à l'entraînement, c'était Mhm. ça. Si je me dis, si je me lève pas ce matin, eh ben je m'enlève une chance d'accomplir ce défi. Ouais. J'enlève une chance aussi à l'équipe qui entoure ce projet d'accomplir ce défi, etc. Donc en fait, j'ai besoin d'avoir une carotte, j'ai besoin d'avoir un objectif au bout et c'est ça qui m'anime. Je sais plus du tout c'était quoi ta question en fait, Non, mais mais ça commence à en répondre, ça répond en partie, mais effectivement, ce côté de comment tu préserves ce mindset que tu as déjà de challenge, de et ouais, c'est défi. ça. Et en fait, oui, je pense que moi, ma stratégie, c'est de toujours garder un challenge au quotidien. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an et demi que j'ai ce défi. Et là, en fait, j'avais pas envie. En fait, j'ai pas envie qu'à la fin de la traversée, j'ai rien au bout. Enfin, que j'ai Mhm. pas un autre truc. C'est-à-dire que là, je suis déjà en train de penser À et ton à créer prochain le défi. prochain défi. Mais D'accord. vraiment, c'est-à-dire que quand je vais arriver de l'autre côté, et si on me pose la question, c'est quoi ton prochain défi, je vais savoir dire en fait quel sera mon Quel sera prochain ce défi. défi? C'est-à-dire que
peut-être qu'après, je vais prendre, je vous avoue, quelques jours de vacances quand même après ce défi. Je Ça pense fait que j'en toujours un aurais peu de bien. besoin. Et en fait, j'ai besoin, au retour de l'entraînement, quand je vais recommencer à m'entraîner, d'avoir une nouvelle carotte. Donc, je pense que moi, ce qui me permet d'être toujours dans cette énergie, c'est cette idée de challenge qui est infinie. Parce que Mhm. je trouverai toujours un tas de défis qui soient sportifs ou même, on va dire, plus artistiques. Voilà, on a parlé un Mhm. petit peu de l'acting tout à l'heure. C'est un milieu dans lequel je débarque un petit peu en ce moment. C'est un milieu dans lequel j'ai envie de progresser parce que je suis autodidacte. Hein, j'ai jamais fait d'école de théâtre ou de cinéma, Mhm. etc. Mais voilà, j'ai besoin d'être challengé et c'est ce qui m'anime au quotidien et je trouverai toujours quelque chose pour aller plus loin. Et justement, un élément que tu as cité que j'ai trouvé intéressant, c'est tu as dit j'ai envie de montrer aussi que moi que je peux le faire, mais je voudrais pas empêcher les autres, donc le collectif, de pas y accéder. Ouais. Donc il y a beaucoup cette notion, j'imagine, de collectif, de Ah ouais, collaboration, mais c'est d'équipe. hyper motivant aussi. Et c'est ce que j'aime aussi. Quand je me lance des défis, j'essaye de jamais me lancer des défis tout seul. J'essaye toujours d'embarquer des gens avec moi. Mhm. Peut-être aussi parce que je flippe et que je suis pas en capacité de faire ce genre de choses tout seul. Mais c'est aussi ultra motivant déjà parce que il y a eu beaucoup de séances d'entraînement qu'on a réalisées tous les trois parce qu'on va être trois à traverser ce lac en relais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi, certes quand on était tous les trois, mais aussi quand je devais aller à l'entraînement tout seul. Je me dis non mais Malia et Mathieu ils se sont entraînés aujourd'hui, je vois pas pourquoi moi je m'entraînerai pas. Et puis si je m'entraîne pas, eux ils vont aller plus vite que moi le jour de la Mhm. traversée. Un Bref, vrai compétiteur. un vrai, ouais, voilà, mais j'ai besoin de ça et c'est vrai que l'idée de collectif, elle est ultra importante et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pendant la préparation parce que on est passé par des périodes où on était super en forme, où on a fait des entraînements de dingue et aussi comme tout être humain, on a eu des périodes un peu plus compliquées, que ce soit physique ou même psychologiquement. Mhm. Aujourd'hui, j'ai toujours le sourire, j'ai toujours la banane, mais des fois, ça m'arrive d'être fatigué, Mhm. d'avoir des périodes de doute, Forcément. des périodes un peu moins bien. Et aussi, cette idée de collectif, elle permet d'avoir des gens sur qui compter et de progresser, même si on est dans des périodes un peu plus difficiles. Complètement. Et du coup, j'en profite, donc, à vous personnes qui nous regardez sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous donner vos drivers aussi, vos motivations, ce qui vous permet de vous dépasser, en tout cas de vous motiver. Et puis surtout à poser des questions à Théo. Alors je crois qu'on a déjà reçu une, donc je vais la prendre. En fait, la question donc c'est est-ce que tu aimais un autre sport que la natation avant ton opération? Et si oui, après ton opération, as-tu pu prendre du plaisir à le regarder ou à le pratiquer, cet autre sport? Alors, il faut savoir que avant de tomber malade, mes parents avaient essayé de me faire tester tout un tas de sports. Ils avaient essayé à la natation, mais ça, c'était impossible pour moi parce que ça me faisait peur. J'avais essayé le foot, j'avais fait 2 entraînements, j'avais pleuré au deuxième entraînement, je voulais rentrer chez ma maman. J'avais fait la gymnastique, le judo, bref, aucun sport m'excitait, Ok. me faisait plaisir. Alors, j'aimais pas du tout ça. Mais c'est vrai que après la maladie, après la rééducation, je me suis un petit peu intéressé à Mhm. ce milieu. Bon, voilà, déjà à la télévision, ça me suffisait de regarder des matchs de foot, des matchs de rugby. Et après, il y a eu cette rencontre qui a un peu bouleversé ma vie. Et surtout, ces premières sensations que j'ai découvertes en nageant, qui étaient très, très fortes. Donc, ouais, c'est venu avec le temps. J'étais très, très loin d'aimer le sport avant de tomber malade. Ouais. Ok. J'étais N'hésitez plus pas. passionné par les pâtisseries de ma maman, Ok, les donc dessins animés plutôt les dans la mercredis gourmandise que après-midi. dans la pratique Voilà, sportive, c'est quoi. ça. On était plus bien mieux dans notre appartement. Super. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser à Théo sur le sujet, bien évidemment, à les envoyer dans les commentaires et puis on sera un plaisir de les poser. Top, donc effectivement, on a abordé toute cette notion de compétences, enfin hard skills, soft skills, comment tu les développais, comment tu les maintenais. Tout à l'heure, on a commencé à évoquer un petit peu le côté du coaching de l'équipe qui t'entourait. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'un élément qui est hyper important et qu'on retrouve aussi en entreprise, c'est le côté de coaching, de manager coach, c'est un mot qu'on entend pas mal. Comment on peut accompagner une personne, comment on peut faciliter son développement, faciliter la manière dont elle va être davantage performante. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as un coach, plusieurs coachs autour de toi? Quelle est l'équipe qui t'entoure? Alors aujourd'hui, alors quand j'étais nageur paralympique, quand je faisais de la compétition, j'avais un coach qui faisait à la fois la préparation physique, mais aussi les entraînements spécifiques dans l'eau. Et là, au départ de ce défi dans lequel je me suis lancé, on était deux. On était mon agent et moi. On a D'accord. commencé à écrire l'histoire comme ça. Et aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de personnes autour de ce défi. Alors, on a 3 coachs en natation. On a un coach qui supervise toute la préparation, qui est Stéphane Leca. Et en gros, c'est le directeur technique national de l'eau libre
D'accord. Donc au niveau de la Fédération française de natation, mais valide. Donc c'est lui qui a planifié toute la préparation sur cette année et ces quelques mois. Et puis on a un coach qui s'occupe de moi au Racing, donc c'est dans le club dans lequel je m'entraîne en région parisienne. Et on a un autre coach qui est le coach assistant des deux. D'accord. Et à côté de ça, j'ai un préparateur physique, donc ça fait déjà 4 coachs. À côté de ça, on a un chef qui va préparer nos repas lyophilisés, parce qu'on va manger des repas lyophilisés pendant la traversée. On est suivi par l'INSEP, par un médecin, par un professeur, le professeur Richalet, qui consiste en fait enfin, il a créé son test qui permet en fait de voir un peu la réaction des athlètes à l'altitude, parce qu'on sera à Ok. 3800 mètres d'altitude sur le lac Titicaca. Donc voilà, on a un gros staff aussi médical. On a 3 chefs de projet, donc qui consistent en fait à planifier un peu l'événement, réserver les hôtels, etc. Bref, à chercher des partenaires, etc. Bref, on a une équipe de dingue. J'en ai Ouais, une sûrement sacrée oublié. équipe. C'est une Il y a petite entreprise en il y a fait, une Turin. petite entreprise et c'est ça dont je suis le plus fier aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, on n'a pas encore traversé ce lac. Je pense qu'à la fin, ce sera ça ma plus grande fierté. Mais là, pour le moment, ma plus grande fierté, c'est d'avoir rassemblé tous ces gens-là et de voir que finalement, les rêves peuvent s'accomplir. Mhm. Il suffit d'y croire et de mettre un peu d'énergie, beaucoup d'énergie. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, on est allé au bout de ce projet et il n'y a plus qu'à maintenant. Et du coup, quand tu as constitué cette équipe, en tout cas quand elle s'est formée, qu'est-ce que tu as recherché dans ces relations avec tes coachs, les médecins? Est-ce qu'il y avait des... Est-ce que chacun déjà t'apporte quelque chose? Enfin, forcément, t'apporte une expertise différente, mais est-ce que du coup, tu as une attente particulière envers chacun d'eux, comment dire, ouais, une attente dans la relation qui serait propre, ou un besoin que toi tu as? Ouais, moi j'ai besoin d'être rassuré au quotidien. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à rêver, pourquoi pas prendre les meilleurs dans chaque domaine. Et du coup, pour moi, dans cette équipe, ce sont les meilleurs chaque domaine. Mes coachs sont, à mes yeux, les plus performants de nos jours. On a l'INSEP pour la partie médicale. Je pense que l'INSEP, ils sont quand même assez calés chez les sportifs. En tout cas, Ouais. je l'espère pour nous. Et en fait, c'est ça, c'est le fait d'être rassuré. Donc déjà, d'être accompagné par des personnes ultra performantes, du fait de leurs résultats, ça, c'était important pour moi. Et surtout, moi, c'est le rapport humain qui est Mhm. hyper important. C'est-à-dire que moi, mes coachs, ils me connaissent presque plus que moi en termes de capacité physique. C'est-à-dire que moi, à l'entraînement, c'est comme si je leur donne mon corps. Ouais. En gros, je vous fais confiance, mais j'ai juste pas envie de rester au fond de la piscine, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais en fait, je leur donne ma confiance et c'est-à-dire que eux savent plus mes limites que moi. Je pense que j'aurais sûrement arrêté plein de séances en cours que en fait j'ai préféré les écouter. Et je suis allé vraiment au bout de mes limites et c'est ça qui m'a fait progresser. Donc c'est à la fois leur côté performant qui est important pour moi, mais aussi et surtout l'entente qu'on a, c'est-à-dire que on ose se dire les choses quand ça va pas, quand je suis trop sorti la semaine, je me fais engueuler. Quand je suis en pleine forme, ils me le disent aussi. C'est-à-dire que ils sont là pour me dire quand je merde un peu, mais aussi ils sont là pour me dire quand je suis performant et que c'est très bien ce que je fais. Et c'est ça, c'est cet équilibre Ouais. qui, qui est très important pour moi. C'est clair. Bah, un équilibre, effectivement, qu'on retrouve pour toi dans le sport. Pareil, je pense qu'en entreprise, c'est un peu la même chose. Complètement, ouais. Avec toute la partie de, enfin, comme je disais tout à l'heure, manager-coach. Et tu disais à un moment qu'ils te connaissent peut-être plus que Ouais, toi-même. Et certainement. c'est intéressant parce que, pareil, on a. Alors, c'était dans le cadre du pôle innovation, mais c'est aussi ce qu'on a pu voir avec Sylvain Rivaud, qui est intervenu sur le webinaire Leadership Authentique. En fait, tu as aussi des mécaniques, des tests. En fait, alors, pas forcément de personnalité, mais en partie, qui te permettent en fait de te connaître. Et souvent, tu as les managers en fait qui cherchent à constituer des équipes performantes, ou en tout cas qui cherchent à développer davantage le potentiel de leurs collaborateurs, Mm, qui vont mettre en place ces techniques-là. Alors, pour toi, du coup, j'imagine que ça passe à travers des coachings mm. sportifs, des moments d'entraînement, etc. Et ben, en entreprise, ça peut aussi passer par justement ces moments de prise de conscience de qui est mon collaborateur, qui est-il, quelles sont ses attentes, ses aspirations. Et donc, Sylvain Ribon nous avait parlé du jeu de l'émergence. En fait, c'est un jeu où justement tu vas être en cercle avec ton équipe et puis en fait, tu as différentes chaises qui représentent des archétypes. Et en fait, en fonction de où tu vas te positionner, tu vas représenter en fait ce que la personne principale qui est sur la chaise, qu'on appelle, je crois que ça s'appelle le roi ou la reine, en fait représente pour toi ou ce qu'elle te renvoie de toi. Ah Et en ouais, fait, ouais, au ouais. final, du coup, ça te permet de faire une démarche miroir sur
qui il est, mais en fait qui je suis moi. Mhm. Et, euh, et donc, tu as plein de techniques comme ça hyper intéressantes, des Carrément, ouais. tests que tu peux mettre en place qui peuvent t'aider à mieux te connaître dans le cadre de l'entreprise ou même personnellement. En fait. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, on a parlé effectivement de cette performance. Et est-ce que le sport de haut niveau, en fait, aujourd'hui, donc, comme on le disait, ça apporte à l'entreprise, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres axes, d'autres moyens pour que le sport de haut niveau vienne apporter davantage au monde de l'entreprise? Le Est-ce qu'il sport y a de haut niveau? le sport de haut niveau, mais du coup, ta pratique au quotidien, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il peut y avoir alors plus qu'un parallèle comme on le fait depuis tout à l'heure, vraiment des actions concrètes? Aujourd'hui, on fait un webinaire dans lequel on échange sur le sujet, mais est-ce qu'il y a il y a des actions concrètes à mettre en place entre sport de haut niveau et monde de l'entreprise? Waouh! Vaste question. Ouais, oui, vous avez 2 heures pour répondre à cette C'est question. ça. Non, 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 c'est vrai, c'est hyper intéressant et je pense que oui, on le voit depuis tout à l'heure, depuis qu'on en parle, qu'il y a plein de similitudes entre le sport et le monde en entreprise. Mais je pense que ce qui nous rassemble aussi, c'est encore une fois cette idée de challenge, c'est cette idée de défi. Et peut-être que nous, c'est un chronomètre, c'est une distance, et peut-être que bah, le monde de l'entreprise, bah, c'est un chiffre, c'est un nombre je sais pas, de personnes à toucher, etc. Et c'est cette idée de challenge qui est très important. J'aime bien aussi cette idée que certaines entreprises jouent le jeu à rencontrer des athlètes de haut niveau, témoigner comme on le fait aujourd'hui. Je trouve que c'est aussi pas mal d'échanger parce que je pense Mhm. que les sportifs peuvent apporter des choses à l'entreprise, mais je pense que l'entreprise aussi peut apporter des choses aux sportifs. Je pense que l'échange en fait au quotidien est hyper Complètement. important, qu'on soit sportif, éboueur, chef d'une entreprise ou caissière ou je sais pas, ou travailler dans un hôtel. Je pense qu'en fait tout simplement l'échange de personnes, c'est Complètement. hyper, hyper important. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ça nous enrichit toujours. Ouais, ouais, carrément. Super intéressant en tout cas, et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses dont on peut s'inspirer, et c'est notamment des objectifs de Randstad Sport, du coup, l'entité de Randstad qui essaie de créer des liens en fait entre ces deux mondes. Maintenant, si on passe plutôt à toi, du coup, et plutôt du coup dans ta pratique en fait, enfin, en tout cas ta connaissance pardon du monde de l'entreprise, est-ce que aujourd'hui il y a des métiers en fait qui t'ont attiré ou qui t'attirent, ou est-ce que tu as une vision du monde de l'entreprise qui est spécifique? En fait, est-ce que toi, par exemple, en tant que personne bah, justement sportive de haut niveau, mais aussi en paralympique, etc., est-ce qu'aujourd'hui tu t'es déjà dit bah, le monde de l'entreprise, c'était pas pour moi? Je pense que ça. Alors aujourd'hui, je sais pas dans quelle entreprise j'aurais aimé travailler, etc. Enfin, si, évidemment, chez Randstad, Bien évidemment, je suis bête. évidemment, Enfin, mais oui, bien bref. sûr, tu peux le C'est vrai. redire face Oui, caméra. voilà, c'est vrai. Je rêverais de travailler ici, chez Randstad, évidemment. Non, 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 mais en fait, moi, je pense que si aujourd'hui je rentre dans une entreprise, je suis jeune, j'ai 21 ans. Moi, le truc qui m'animerait, c'est d'arriver, de débarquer à un poste qui est sûrement en bas de l'échelle parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de connaissances. Et c'est cette idée de progresser dans la Mhm. boîte. Il y a plein de boîtes aujourd'hui où j'ai la chance de témoigner. Et puis, bah, des fois, je reviens 1 ou 2 ans après et je vois la personne qui a monté 2, 3 grades et je trouve ça vraiment hyper passionnant. Donc, moi, l'entreprise vue d'un jeune, et ben c'est ça en fait, c'est cette idée de pouvoir progresser encore une fois dans l'entreprise, de débarquer au bas de l'échelle et de monter progressivement et de se voir progresser, c'est hyper hyper amusant et gratifiant aussi. Donc c'est ça qui pourrait me donner envie d'aller dans une entreprise tout simplement. Et aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'inclusivité des entreprises, en inclusion, cette notion que est-ce que l'entreprise est adaptée à tous? Et justement, c'est pour ça que Randstad a récemment lancé Cliff, enfin récemment, ça doit faire peut-être 2 ans, si je dis pas de bêtises. Cliff, qui est une des premières agences d'intérim bah, adaptées aux personnes en situation de handicap. Et donc, avec des consultants qui vont être dédiés, qui vont être formés justement sur comment on accompagne ce type de personnes à trouver un emploi Mhm. qui leur correspond et rapidement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves que l'entreprise est adaptée aux personnes en situation de handicap? Oui, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je trouve que la société en général, Ouais. on est dur. On est dur parce qu'on est tout le temps en train de dire: «Oh là là, on est vraiment pourri par rapport à tel et tel pays. On est vraiment à la bourre, par rapport à tel et tel pays». Mais je pense que c'est hyper, hyper important de dire aussi qu'il y a des gros progrès de faits, à la fois sur le handicap, mais sur la différence au sens large. Mhm. Là, je m'éloigne un petit peu de l'entreprise pendant quelques Non, non, secondes, mais mais je je t'en trouve qu'en prie. fait, la différence aujourd'hui, on la voit de plus en plus dans tous les domaines, que ce soit
je sais pas, dans le mannequinat, à la télévision, dans le sport, etc. On le voit, hein, les Jeux paralympiques, on les voit de plus en plus à la télévision. Bien sûr. Dans le mannequinat, je sais pas si vous avez vu il y a pas si longtemps que ça, je dis ça parce que sur tous les abris de bus, j'ai l'impression que je vois que ça. Darjeeling, qui est une marque de sous-vêtements de Ouais, luxe entre guillemets, et ben ils ont fait une grosse campagne avec des femmes, mais des vraies femmes, quoi, pas effectivement. des femmes, voilà, elles sont vraiment des vraies femmes, voilà, donc des personnes un peu plus âgées, des personnes un peu plus jeunes, mais avec des formes, etc. Et moi, je trouve ça canon parce que c'est la vraie vie, finalement. Et pareil pour le cinéma, bah, la preuve, aujourd'hui, j'ai joué dans un téléfilm qui va sortir sur TF1 en début d'année. J'ai eu le premier rôle qui aurait dit il y a 10 ans de ça qu'un mec qui n'avait pas de bras, pas de jambes allait jouer dans un film. Pareil, le mannequinat, aujourd'hui, c'est pareil. J'ai fait pas mal de choses aussi là-dedans. Et pour moi, l'entreprise, c'est hyper accessible parce qu'on en parle de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus de postes qui sont accessibles. On voit même qu'il y a, comment ça s'appelle les personnes qui sont chargées de faire travailler des personnes en situation de handicap dans une entreprise? Il y a un nom, non? Référent handicap Ouais, peut-être, ou peut-être il y a un truc comme RSE, quelque ça. chose Oui, comme ça. voilà. Et ben en fait, bah, pour qu'il y ait une personne dédiée justement pour faire venir des personnes en situation de handicap, moi je trouve ça exceptionnel et je trouve qu'on est sur la bonne voie. Donc évidemment, il y a des progrès à faire, mais ça c'est dans la société en général. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le monde en entreprise est de plus en plus accessible. Le fait aussi où faut pas en avoir peur d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui travaillent aujourd'hui. Ça se trouve, on le sait pas, mais même ici, il y a des personnes en situation de handicap, mais qui l'ont même pas dit. Et moi, je trouve ça dommage parce que peut-être que justement l'employeur serait même ravi de pouvoir aider, agrémenter un peu la journée d'une personne en situation de handicap parce il y a un milliard de choses qu'on peut mettre en place pour Mhm. bah, aider le quotidien Aider, faciliter, d'un travailleur en situation accompagner. de... Exactement. Donc non, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer comme ça. Ouais. Justement, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vient de dire Théo? Est-ce que votre vision de l'entreprise, en tout cas de la société qui serait favorable, ou en tout cas qui permettrait l'inclusion, est-ce que vous êtes OK avec ça? Si oui ou non, enfin, donc, je vous invite à l'ajouter en commentaire. Et on a reçu une question qui est vaste et qui va te projeter loin. Où est-ce Waouh. que tu te vois dans 10 ans? Et est-ce que tu as un parcours de carrière, en tout cas de vie construit dans ton esprit? Euh, c'est pas C'est la facile. question qui est dure à répondre à Ouais, 21 ans, mais c'est j'imagine. une très bonne question aussi parce qu'évidemment, on se projette un petit peu tous quand même. On a encore Mmh. tous des rêves et en tout cas, je l'espère. Moi, en fait, j'aimerais me voir progresser dans tous les domaines dans lesquels je suis aujourd'hui. Donc, j'aimerais poursuivre les expéditions, en faire plein d'autres, toujours avec cette idée de partage et de pouvoir associer des gens Mmh. dans mes projets. L'acting, c'est un milieu qui me passionne et je trouve qu'il y a encore pas mal de choses à changer, à casser des codes dans ce domaine-là. Et puis, pourquoi pas un jour animer ma propre émission à la télévision. Ce serait Génial. les trois domaines dans lesquels j'aimerais progresser. Donc, rester dans ces domaines-là, mais Ouais. progresser parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis personne dans ces domaines-là. J'ai fait zéro école, je suis autodidacte à 1000%. Bon, nager, je commence à plutôt bien me débrouiller Un peu sans quand prendre la même. grosse tête. Franchement, là, ça va. Mais par contre, le cinéma et puis le journalisme, voilà, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et voilà, dans 10-15 ans, j'aimerais être encore plus performant et voilà, progresser au quotidien. Bon, on te le souhaite, on te C'est le souhaite. gentil. Et du coup, ça me permet de rebondir, mais effectivement, tu es en train d'adresser plusieurs secteurs différents, plusieurs métiers différents. Quand on a le dernier webinaire qu'on a fait, c'était avec Samuel Durand autour du Future of Work, donc le futur du travail. Il y avait cette notion de slasher qui impacte un peu notre génération, qui est du coup cette notion de cumuler à la fois plusieurs métiers. Mm. Toi, est-ce que du coup, bah, enfin, j'imagine que c'est ce qui te correspond et donc que tu ne te verrais pas dans un modèle du coup de métier unique, enfin être que nageur. Non, 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 c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais vraiment pas faire. Et je pense que pourquoi pas, peut-être que le monde de l'entreprise aussi peut se fier à ça et pourquoi pas mettre en place des choses pour qu'on se sente à l'aise. C'est-à-dire pourquoi pas avoir des missions, mais ultra différentes aussi dans la Mhm. même entreprise. Ça peut être aussi pourquoi pas une bonne solution. Parce que moi, ce que j'aime en fait dans ma vie aujourd'hui, c'est que je m'entraîne le matin ou je m'entraîne le soir, ou même les deux, hein, très souvent. Mais par contre, le reste de la journée, je pense à autre chose. C'est-à-dire que ma séance soit bien ou pas bien, parce que des fois, ça arrive de faire des séances où on n'est pas bien, où on n'est pas en forme, où on a des Mhm. sensations pourries, où on a fait des temps pourris. Et du coup, bah, si on n'a rien à faire de la journée ou si on reste dans une bulle, on va dire, dite sportive, eh ben, on va rester dans ce mood un peu dark, un peu difficile parce que voilà, on n'a pas fait une bonne séance. Alors que moi, dès que je sors de l'eau, eh ben, je pense à un autre projet. Je vais penser à une conférence que je vais préparer, je vais penser à un casting que je vais passer ou à un shooting que je vais faire. Et ça me permet d'être
dans un autre mood, dans un mood un peu OK. plus happy, un peu plus cool. Et puis quand je retourne à l'entraînement le soir, et bah, c'est une nouvelle séance. C'est-à-dire que je vais pas rester dans cette ambiance un peu difficile. Et c'est ça que j'aime dans la vie. C'est qu'en fait, ok, ça s'est pas bien passé, mais maintenant j'ai une autre mission, il C'est une faut que je sois mission, performant. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. donc le côté de switcher et du coup toujours garder cet état d'esprit alors de challenger, Ouais, compétiteur, mais aussi du coup positif et optimiste. c'est ça, c'est ça. Super, bah, écoute, on te souhaite plein de réussite parce que ça a l'air super intéressant tous tes projets et on va suivre tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ton défi, Titicaca? Eh bien, pourquoi pas, oui, c'est vrai que bah, du coup, dans 35 jours, Malia Metella, une ancienne nageuse olympique, Mathieu Vitout, un éco-aventurier, et moi-même, on va tenter de traverser le lac Titicaca à la nage, en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on va tracter un radeau la journée et la nuit, on va dormir à l'intérieur. On pense mettre environ une dizaine de jours pour traverser ce lac. Et si le projet, si vous aimez le projet tout simplement, et ben, on vous donne rendez-vous sur le compte Défi Titicaca sur Instagram et sur Facebook, sur le site internet aussi si vous voulez, pour suivre en direct la traversée. Et puis voilà, je pense que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça prouve que voilà, il y a encore pas mal de similitudes entre le sport et le monde de l'entreprise. J'ai été ravi de vivre ce moment-là avec vous. Et j'espère que peut-être que mon témoignage vous a motivé pour la fin de Complètement. cette semaine, parce qu'on est en fin de Ouais, on semaine a là. bien jeudi. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, voilà, croyez en vous et croyez en vos rêves, c'est hyper important. Un super message, d'espoir et de croire en ses rêves. Ça fait du bien en semaine, surtout après cette Exactement. rentrée bien chargée. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et en attendant, j'en profite peut-être juste pour, alors habituellement, on fait un icebreaker quand on commence, la session et je ne l'ai pas posé. Mais du coup, on va innover et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un exercice d'éclusion et du coup, pour sortir de ce webinar, et donc la dernière question que je te poserai, c'est: tu nous as envoyé pas mal de rêves, pas mal d'inspirations. Est-ce que toi, tu as une personne, un aventurier peut-être, tu vas te lancer dans cette nouvelle aventure et que tu as un profil complètement aventurier qui t'inspire dans ton quotidien? Et ben, en fait, justement, quand je raconte, tout ça et souvent les gens, pensent que j'ai une personne que j'admire, que donc du coup, ça peut être un Mike Horn, des choses comme ça. Évidemment, c'est des mecs qui sont complètement dingues et qui ont fait des choses complètement dingues aussi. Ouais. Mais finalement, moi, les gens qui m'inspirent au quotidien, et bah, c'est pas spécialement les gens qui sont hyper médiatisés, etc. C'est souvent les gens qu'on découvre en fait dans notre vie. Donc ça peut être tout simplement mes parents qui m'inspirent, ça peut être mon grand-père qui m'inspire via son parcours, et aussi ça peut être les gens du quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un VTC. Et j'ai discuté avec ce mec-là et ce mec-là me dit qu'en fait, dans la discussion, il a 3 jobs. Il est à la fois VTC, il est aussi il livre des repas à domicile et à côté de ça, il vend des billets dans les gares. Et en fait, il cumule ces 3 métiers tout simplement parce qu'il a 5 enfants et qu'il faut nourrir ses 5 enfants et que du coup, il est obligé de faire ça. Et pour moi, ce mec, eh ben, il fait partie des gens inspirants. C'est-à-dire que Mmh. pour sa famille, eh ben, il cravache tous les jours Mmh. pour pouvoir être à la hauteur des attentes de sa famille. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. Donc finalement, faut peut-être pas s'inspirer par les gens dits extraordinaires qu'on voit à la télévision, etc. Mais peut-être aussi tout simplement ouvrir les yeux et regarder autour de soi parce qu'il y a plein de gens inspirants. Ouais. Complètement. Bah, merci beaucoup Théo. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire du Polino et vous pourrez retrouver le replay du coup sur, la page, du groupe Randstad France sur LinkedIn. Je vous souhaite à tous une bonne journée et merci Théo. Merci à vous.